La Terre a 4,5 milliards d'années. Écrit en chiffres, cela donne 4 500 millions d'années. Un nombre si vaste que l'esprit humain ne peut pas véritablement le ressentir. Nous l'entendons, nous hochons la tête, mais nous ne le comprenons pas. Pas vraiment. Parce que dans cet intervalle de temps, des continents se sont formés, se sont séparés, se sont fracassés les uns contre les autres, puis se sont séparés de nouveau. Des océans entiers sont apparus et ont disparu. Des chaînes de montagnes se sont élevées jusqu'aux nuages, puis ont été rabotées en plaine par l'érosion. L'atmosphère a été empoisonnée et reconstruite et rempoisonnée de nouveau. La vie a émergé, s'est diversifiée, a failli être anéantie puis a rebondi, non pas une fois ni deux, mais au moins 5 fois dans ce que les scientifiques appellent les 5 grandes extinctions de masse. Et dans tout cela, combien de temps notre civilisation a-t-elle existé? Si l'on définit la civilisation comme une société organisée possédant l'agriculture, l'écriture et des structures permanentes, la réponse est d'environ 5000 ans. Peut-être 10 000 si l'on étire la définition pour inclure les premiers villages, c'est tout. 5000 ans sur 4,5 milliards. Si l'histoire entière de la Terre était comprimée en une seule journée de 24 heures, la civilisation humaine apparaîtrait dans la toute dernière fraction de seconde avant minuit. Pas la dernière seconde, la dernière fraction de seconde. Tout ce que nous avons jamais construit, chaque ville, chaque empire, chaque langue, chaque guerre, chaque cathédrale, chaque satellite occuperait une tranche de temps si fine que l'œil nu ne pourrait pas la voir. Et maintenant, voici la question qui change tout. Dans tous ces milliards d'années, pendant tous ces éons où la vie complexe existait sur cette planète, est-il vraiment possible que l'intelligence n'ait surgi qu'une seule fois? Que la conscience, l'utilisation d'outils, l'organisation sociale, le désir de construire et d'explorer et de comprendre n'ait émergé que dans le dernier scintillement d'un processus de 4,5 milliards d'années? Les animaux complexes parcourent la Terre depuis plus de 500 millions d'années. Les mammifères existent depuis plus de 200 millions d'années. Les dinosaures ont régné pendant 165 millions d'années. Certains d'entre eux avaient des cerveaux relativement développés. Certains vivaient en groupes sociaux. Certains montraient des signes de comportement complexes. Et ils ont eu 165 millions d'années pour évoluer. Nous, en tant qu'espèce, existons depuis environ 300 000 ans. Nous sommes passés des outils en pierre au smartphone en à peine 12 000 ans. Que pourrait produire 165 millions d'années? Ce n'est pas une question folle, c'est une question mathématique. Et quand on commence à la formuler rigoureusement, les probabilités deviennent vertigineuses. Considérez la trajectoire évolutive des cétacés. Les baleines et les dauphins sont des mammifères qui ont développé une intelligence sociale complexe, un langage acoustique sophistiqué, des capacités d'apprentissage culturel et des structures sociales élaborées. Ils font cela depuis des dizaines de millions d'années. Considérez les corvidés, les corbeaux et les corneilles qui utilisent des outils, résolvent des problèmes complexes, planifient l'avenir et transmettent des comportements appris à travers les générations. Considérez les poulpes, dotés de 9 cerveaux, d'une intelligence de résolution de problèmes qui rivalise avec celle de certains primates, et d'une capacité à manipuler leur environnement avec une dextérité remarquable. L'intelligence n'est pas un accident unique. Elle a évolué indépendamment chez les mammifères, les oiseaux, les céphalopodes, des lignées évolutives séparées depuis des centaines de millions d'années. La vie produit l'intelligence de façon répétée, presque comme si c'était une solution privilégiée par l'évolution pour certains types de pression environnementale. Si c'est le cas, si l'intelligence est une convergence évolutive plutôt qu'un accident, alors la question de savoir si elle n'a produit une civilisation technologique qu'une seule fois en 4,5 milliards d'années devient encore plus pressante. Et en 2018, 2 scientifiques ont décidé qu'il était temps de la prendre au sérieux. Ils s'appellent Adam Frank et Gavin Schmidt.
Frank est astrophysicien à l'université de Rochester. Schmitt est climatologue et directeur de l'Institut Goddard d'études spatiales de la NASA. Ce ne sont pas des penseurs marginaux. Ce ne sont pas des théoriciens du complot dans un sous-sol obscur. Ce sont des scientifiques établis, avec des carrières, des réputations et des publications évaluées par les pairs. Et ce qu'ils ont proposé n'était pas une réponse. C'était une question. Une question si simple et si troublante qu'elle a changé la façon dont beaucoup de gens pensent à notre planète. Ils l'ont appelée l'hypothèse silurienne, du nom d'un épisode d'une série de science-fiction britannique dans laquelle une race de reptiles humanoïdes intelligents avait vécu sur Terre des centaines de millions d'années avant les humains. Frank et Schmitt ont emprunté le nom avec un clin d'œil. Ils ne prétendaient pas que des hommes lézards avaient bâti des cités au Jurassique. Ils posaient une question bien plus précise et bien plus dérangeante. Si une civilisation industrielle avait existé sur Terre des millions d'années avant nous, serions-nous même capables de la détecter? Si cette vidéo vous passionne, un simple pouce en l'air et un abonnement nous ferait très plaisir et nous aiderait à continuer ce travail. Réfléchissez à cela un instant. Non pas, aurait-elle existé? Mais pourrions-nous le savoir? Notre science, notre géologie, notre archéologie sont elles-mêmes équipées pour trouver les traces de quelque chose d'aussi ancien? Parce qu'il y a une différence massive entre ces deux questions. L'une concerne l'histoire, l'autre concerne les limites de ce que nous pouvons connaître. Et quand Frank et Schmitt ont commencé à creuser la réponse, ce qu'ils ont découvert était humiliant. La réponse, dans la plupart des cas, est non. Pensez à ce que notre civilisation laisserait derrière elle. Des villes, des routes, des ponts, du plastique, du verre, du béton, de l'acier. Maintenant, pensez à ce qui arrive à ces choses au fil du temps, pas au fil des siècles, au fil des millions d'années. Les plaques tectoniques se déplacent, les continents dérivent, les océans montent et descendent de centaines de mètres. Les montagnes sont poussées vers le haut puis rabotées. L'érosion arrache couche après couche de la surface. Les zones de subduction tirent des dalles entières de croûte vers le manteau, fondant tout ce qu'elles portent. Après quelques millions d'années, vos villes ont disparu. Vos routes ont disparu. Vos ponts, vos monuments, vos usines, tout est parti. Pas caché, pas enterré. Détruit au niveau moléculaire. Les atomes qui composaient vos gratte-ciel sont maintenant mélangés dans des couches sédimentaires indistinguables de la roche environnante. Après 10 millions d'années, il n'y aurait plus de tour Eiffel, plus de grandes murailles, plus de pyramides, rien de reconnaissable comme une structure. Les seules choses qui pourraient bien survivre seraient les signatures chimiques, des traces d'éléments inhabituels dans des concentrations anormales, des rapports isotopiques qui ne correspondent pas au processus naturel. Une fine couche de molécules synthétiques, plastiques, pesticides, terres rares, coincées entre des strates de roches par ailleurs ordinaires. Un murmure, pas un cri. Un murmure. Et voici la partie terrifiante. Nous produisons 300 millions de tonnes de plastique chaque année. Nous avons fait exploser plus de 2000 armes nucléaires, laissant des signatures radioactives dans le sol et la glace. Nous avons altéré le rapport isotopique du carbone de toute l'atmosphère. Nous avons changé la chimie des océans. Nous avons provoqué l'extinction d'espèces à un rythme jamais vu depuis l'astéroïde qui a tué les dinosaures. Si notre civilisation prenait fin demain et que quelque chose d'intelligent évoluait dans 50 millions d'années, ces êtres pourraient trouver une fine couche étrange dans la roche. Un pic de carbone 13. Une anomalie dans l'azote et le phosphore. Des traces de plutonium là où il ne devrait pas y en avoir. Ils se gratteraient la tête. Ils feraient des analyses. Et ils se demanderaient ce qui s'est passé ici. C'est exactement ce que Frank et Schmitt nous ont demandé de faire, mais en sens inverse. Regarder le registre géologique, regarder le passé profond, chercher des anomalies,
Pas des fossiles, pas des bâtiments, des anomalies, des signatures chimiques qui ne cadrent pas, des pics de température sans cause évidente, des couches d'éléments inhabituels qui apparaissent et disparaissent en un clin d'œil géologique. Et quand on commence à chercher, quelque chose d'inconfortable se produit, on en trouve. Pas partout, pas souvent, mais à des moments spécifiques de l'histoire profonde de la Terre, il y a des événements qui ressemblent, d'un point de vue chimique et isotopique, de manière remarquable à ce que nous faisons à la planète en ce moment. Des événements où d'énormes quantités de carbone ont été déversées dans l'atmosphère en une période géologiquement brève. Des événements où les températures mondiales ont grimpé en flèche. Des événements où la chimie des océans a changé de façon dramatique. Des événements que la géologie standard explique par le volcanisme, des libérations de méthane ou des variations orbitales, mais des événements qui, si vous ne le saviez pas, si vous étiez un scientifique venu de 50 millions d'années dans le futur examinant le registre, pourraient être interprétés comme l'empreinte d'une civilisation industrielle consumant ses ressources et s'effondrant. Le plus frappant de ces événements a un nom. Il s'est produit il y a environ 56 millions d'années. Les scientifiques l'appellent le maximum thermique du Paléocène-Éocène, ou PETM. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est parce qu'on n'en discute pas beaucoup, en dehors des départements de géologie et des laboratoires de climatologie. Mais on devrait, parce que le PETM est l'un des événements les plus extraordinaires des 66 derniers millions d'années de l'histoire de la Terre. Et il possède une caractéristique qui, une fois comprise, peut vous empêcher de dormir la nuit. Il ressemble exactement à ce que nous faisons en ce moment. Voici ce que nous savons. Il y a environ 56 millions d'années, sur une période géologiquement brève d'environ 6000 à 22 000 ans, une quantité colossale de carbone a été déversée dans l'atmosphère terrestre. Les estimations varient, mais les recherches actuelles suggèrent entre 3 000 et 13 000 pétagrammes de carbone. Un pétagramme équivaut à 1 milliard de tonnes métriques. Pour mettre cela en perspective, l'humanité a libéré environ 580 pétagrammes de carbone depuis la révolution industrielle. Le PETM en a libéré au minimum 5 fois plus et possiblement jusqu'à 20 fois plus. Et cela s'est produit rapidement, pas rapidement selon les standards humains, mais à une vitesse fulgurante selon les standards géologiques. Le résultat fut catastrophique. Les températures moyennes mondiales ont augmenté de 5 à 8 degrés Celsius. L'océan Arctique a atteint des températures de 23 degrés, subtropicales. Des palmiers poussaient au-delà du cercle polaire. Des crocodiliens vivaient dans l'Arctique. Les tropiques sont devenus presque inhabitables. Les températures de surface de l'océan au large de l'Afrique de l'Ouest ont atteint 36 degrés. Une température à laquelle de nombreux organismes marins ne peuvent tout simplement pas survivre. L'océan profond a perdu une grande partie de son oxygène. Les créatures vivant au fond ont péri en nombre colossal. C'était la plus grande extinction de masse des profondeurs marines des 93 derniers millions d'années. Pendant ce temps, les océans sont devenus plus acides. Les organismes constructeurs de coquilles, les coraux et d'autres formes de vie marine dépendant du carbonate de calcium ont été dévastés. Leurs coquilles se sont littéralement dissoutes. Puis, sur environ 100 à 200 000 ans, la Terre s'est lentement rétablie. Le carbone a été réabsorbé. Les températures ont baissé. Les océans ont guéri. La vie s'est adaptée et a continué. La cicatrice est restée dans la roche, une fine bande de chimie inhabituelle coincée entre des couches de sédiments ordinaires. Un murmure géologique qui dit « Quelque chose d'extraordinaire s'est passé ici ». Pour comprendre la portée de ce qui s'est produit, il faut imaginer la Terre du Paléocène. C'était un monde sans calotte glaciaire permanente. Les continents avaient déjà largement leur forme actuelle, mais leur disposition était différente. L'Inde n'avait pas encore percuté l'Asie pour former l'Himalaya. L'Atlantique était plus étroit.
Le passage de Drake entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique n'existait pas encore, ce qui signifie que les courants océaniques circulaient différemment. C'était un monde déjà chaud, et le PETM l'a rendu brûlant. Les carottes sédimentaires prélevées au fond de l'océan Atlantique racontent une histoire terrifiante dans sa précision. Dans les couches correspondant au PETM, la couleur même du sédiment change. Les couches blanches ou claires, riches en carbonate de calcium provenant des coquilles d'organismes marins, laissent brusquement place à des couches sombres, argileuses, pratiquement dépourvues de carbonate. C'est le reflet chimique d'un océan devenu si acide que les coquilles se dissolvaient avant même d'atteindre le fond. Le rapport entre les isotopes du carbone, la proportion de carbone 12 par rapport au carbone 13, chute de façon vertigineuse, un signal sans équivoque que d'énormes quantités de carbone biologiquement léger ont été injectées dans le système atmosphère-océan en un temps géologiquement instantané. Sur Terre, les effets furent tout aussi dramatiques. Dans le bassin de Bighorn au Wyoming, qui possède l'un des registres terrestres les plus détaillés du PETM, la faune mammalienne entière s'est transformée. Les espèces ont diminué de taille, un phénomène que les paléontologues appellent le nanisme thermique. Dans un monde plus chaud, les animaux plus petits dissipent la chaleur plus efficacement. Les chevaux primitifs de l'époque, déjà petits, sont devenus encore plus minuscules. Les primates ont migré vers le nord, traversant des pontaudis terrestres qui n'existent plus, suivant les forêts tropicales qui s'étendaient vers les pôles. Les sols montrent des signes de dessèchement intense dans certaines régions et d'inondations catastrophiques dans d'autres. Le cycle hydrologique est devenu sauvage. Plus d'énergie dans l'atmosphère signifie plus d'évaporation, plus de vapeur d'eau et des précipitations plus intenses mais plus irrégulières. Qu'est-ce qui l'a causé? C'est là que cela devient intéressant parce que la réponse honnête est que les scientifiques ne sont pas entièrement certains. L'explication la plus largement soutenue implique un volcanisme massif associé à la province ignée de l'Atlantique Nord. Une autre hypothèse pointe vers la déstabilisation des hydrates de méthane sur le plancher océanique, des structures cristallines dans les sédiments des grands fonds qui emprisonnent d'énormes quantités de méthane. Si les températures océaniques avaient augmenté même légèrement, ces hydrates auraient pu fondre, libérant leur méthane dans une cascade. Le réchauffement initial déclenche plus de libération de méthane, qui cause plus de réchauffement, qui libère plus de méthane, une boucle de rétroaction, un processus d'emballement. Une troisième hypothèse implique le forçage orbital, des changements dans l'orbite de la Terre autour du Soleil. La plupart des scientifiques pensent aujourd'hui que le PETM a été causé par une combinaison de ces facteurs. Mais voici le détail qui se trouve au bord de la conversation. La vitesse et la signature chimique du début du PETM ne correspondent pas parfaitement à un seul mécanisme naturel. L'excursion isotopique du carbone montre un décalage négatif prononcé. Ce décalage est cohérent avec la libération de carbone biogénique, du carbone provenant originellement d'organismes vivants. Les combustibles fossiles sont du carbone biogénique. Quand vous brûlez du charbon, du pétrole ou du gaz naturel, vous libérez du carbone avec une signature isotopique spécifique, une signature qui est en fait très similaire à ce que nous observons à la frontière du PETM. Frank et Schmidt étaient très prudents. Ils ont souligné qu'ils doutaient fortement qu'une civilisation industrielle antérieure ait existé. Ils ne tentaient pas de prouver que c'était le cas. Ils tentaient de demander si nos outils pourraient même en détecter une si elle avait existé. Et la réponse honnête à laquelle ils sont parvenus était humiliante. Notre capacité à voir dans le passé profond est limitée. Le registre géologique est incomplet. Ce que l'hypothèse silurienne nous dit réellement, ce n'est pas qu'il y avait quelque chose avant nous. C'est que nous ne pouvons pas être certains qu'il n'y avait pas quelque chose.
Et en science, cette distinction compte, parce que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Surtout quand la preuve aurait été détruite par la planète même sur laquelle nous nous tenons. Mais le PETM n'est pas la seule cicatrice. Il y a environ 12 800 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire, quelque chose a frappé la Terre, ou a explosé au-dessus d'elle, ou est tombé sur elle en fragments. Les détails sont encore débattus, mais ce qui s'est passé ensuite ne l'est pas. Les températures, qui avaient augmenté régulièrement depuis des milliers d'années, ont soudainement plongé. La planète a été rejetée dans des conditions quasi glaciaires, en ce qui semble avoir été une question de décennies, peut-être même d'années. La période chaude qui faisait fondre les calottes glaciaires et ouvrait de nouvelles terres latitudinales à l'habitation humaine a été interrompue par un coup de froid brutal et soudain qui a duré plus de 1200 ans. Les scientifiques l'appellent le Dryas récent, du nom d'une petite fleur sauvage arctique dont le pollen est soudainement réapparu dans les sédiments européens qui avaient précédemment enregistré des plantes de climat plus chaud. Le retour de la fleur était un signal. L'hiver revenait. L'explication conventionnelle fait appel à l'océanographie. Une impulsion massive d'eau douce provenant de la fonte des glaciers en Amérique du Nord, peut-être du drainage catastrophique d'un vaste lac glaciaire appelé lac Agassiz, se serait déversé dans l'Atlantique Nord et aurait perturbé la circulation thermohaline de l'océan. C'est une théorie solide. Elle explique une grande partie des données, mais elle n'explique pas tout. En 2007, un groupe de scientifiques proposa un déclencheur radicalement différent. Ils proposèrent une comète. Et cette comète, affirmèrent-ils, n'avait pas simplement changé le climat. Elle avait peut-être effacé un chapitre entier de l'histoire humaine de la surface de la Terre. Imaginez le monde il y a 12 800 ans. Les grandes calottes glaciaires qui avaient couvert une grande partie de l'Amérique du Nord et du nord de l'Europe pendant des dizaines de milliers d'années reculent. Le climat se réchauffe. Les mammouths parcourent encore la toundra. Des félins à dents de sabre rôdent dans les forêts. Des paresseux géants de la taille d'automobiles broutent dans les bois des Amériques. En Amérique du Nord, une culture de chasseurs habiles connue sous le nom de peuple Clovis prospère. Ils sont nommés d'après un site, près de Clovis, au Nouveau-Mexique, où leurs pointes de lance distinctives furent découvertes pour la première fois. Ces pointes sont magnifiques, cannelées, symétriques, mortelles. Elles représentent l'une des technologies de taille de pierre les plus sophistiquées du monde préhistorique. Le peuple Clovis est florissant. La glace fond. L'avenir semble grand ouvert. Puis, en l'espace apparent d'une vie humaine, tout change. La mégafaune disparaît. Pas graduellement, pas par une lente attrition sur des millénaires. En Amérique du Nord seule, 35 genres de grands animaux s'éteignent en un instant géologique. La liste est vertigineuse dans sa brutalité. Les mammouths laineux, ces géants qui avaient prospéré pendant des centaines de milliers d'années à travers de multiples cycles glaciaires, disparaissent. Les mastodontes, leurs cousins plus robustes qui habitaient les forêts de l'Est, s'éteignent. Les paresseux terrestres géants, certains pesant plus de 3 tonnes, qui avaient parcouru les Amériques depuis des millions d'années, ne sont plus. Les ours à face courte, les plus grands prédateurs terrestres du continent, debout à plus de 3,50 m sur leurs pattes arrière, s'évanouissent. Les lions américains, plus grands que leurs cousins africains modernes, disparaissent. Les félins à dents de sabre, avec leurs canines de 20 cm, s'éteignent après avoir survécu à des millions d'années d'évolution. Les loups, terribles. Les castors géants de la taille d'un ours noir. Les chameaux américains. Les chevaux américains. Car oui, le cheval était originaire d'Amérique et s'y était éteint bien avant que les Espagnols ne le réintroduisent, tous partis. 35 genres de grands animaux, effacés. Non pas sur des centaines de milliers d'années, comme la sélection naturelle le ferait normalement, mais en ce qui semble être quelques siècles, peut-être quelques décennies.
le registre fossile ne montre pas un déclin graduel. Il montre une coupure, un avant et un après, un monde rempli de géants, puis un monde sans eux. La culture Clovis s'évanouit au même moment. Leurs outils distinctifs disparaissent du registre archéologique. Ce qui les remplace est différent, plus simple, moins sophistiqué, comme si le savoir et la culture qui avaient produit ces magnifiques pointes cannelées avaient été interrompus, brisés, perdus. Et le climat bascule. Les températures qui avaient augmenté pendant des milliers d'années plongent soudainement. Dans certaines parties du Groenland, les températures annuelles moyennes pourraient avoir chuté de 10 à 15 degrés Celsius en quelques décennies. La période chaude prend fin. L'hiver revient. Le dryas récent a commencé. L'explication conventionnelle, l'impulsion d'eau douce du lac Agassiz, perturbant la circulation atlantique, rend compte du basculement climatique. Mais elle n'explique pas facilement l'extinction simultanée de la mégafaune sur plusieurs continents. Elle n'explique pas la disparition de la culture Clovis. Et elle n'explique pas ce qu'un corpus croissant de recherche a trouvé à la couche frontière entre la période chaude et le dryas récent. Une couche qui contient des choses qui ne devraient pas être là. L'équipe de recherche dirigée par Richard Firestone et Alan West présenta des découvertes extraordinaires. Ils avaient trouvé, sur de multiples sites à travers l'Amérique du Nord, une couche sédimentaire distincte datant d'environ 12 900 ans avant le présent, contenant un assemblage inhabituel de matériaux. Des nanodiamants, des diamants microscopiques qui se forment sous chaleur et pression extrême. Des microsphérules magnétiques, de minuscules billes métalliques qui se forment quand la roche ou le sol est fondu, puis se resolidifie en plein air. Des niveaux élevés d'iridium, un élément rare à la surface de la Terre, mais commun dans les astéroïdes et les comètes. Du quartz choqué, de la suie, et des preuves de combustion intense et généralisée. L'équipe proposa qu'un grand objet extraterrestre de faible densité, très probablement une comète fragmentée, avait explosé au-dessus de l'hémisphère nord, où l'avait impacté il y a environ 12 900 ans. L'explosion aurait été équivalente à des milliers, voire des dizaines de milliers d'armes nucléaires détonnant simultanément. L'onde de choc, l'impulsion thermique et la tempête de feu qui en aurait résulté auraient dévasté la vie sur une vaste zone. La poussière et la suie, projetées dans l'atmosphère, auraient bloqué la lumière du soleil pendant des mois, déclenchant un refroidissement rapide. Le débat continue à ce jour. En 2018, des chercheurs découvrirent le cratère de Hiawatha au Groenland, une structure d'impact massive de plus de 30 km de large, enfouie sous 3000 pieds de glace. En 2025, des chercheurs publièrent la découverte d'une dépression de type cratère en Louisiane, de près de 300 mètres de long, causée par ce qui semble avoir été un impact cosmique aérien datant d'environ 12 800 ans. Le site contenait les mêmes marqueurs trouvés sur d'autres sites de la frontière du dryas récent. Le tableau devenait de plus en plus difficile à écarter. Mais voici où l'histoire prend un tournant crucial. Parce que l'hypothèse d'impact du dryas récent ne concerne pas seulement la climatologie ou les extinctions, elle concerne ce qui a été perdu. Si une catastrophe cosmique a frappé la Terre il y a 12 800 ans, quel était l'état de la civilisation humaine à ce moment? Le récit archéologique standard dit que les humains à cette époque étaient des chasseurs-cueilleurs, de petites bandes parcourant le paysage, suivant les troupeaux, cueillant des baies, vivant dans des campements temporaires. Pas de ville, pas d'agriculture, pas d'écriture, pas de structure permanente. Des gens simples vivant des vies simples. Mais ce récit est sous pression depuis des années. Et la découverte qui l'a fracassé est venue d'une colline poussiéreuse dans le sud-est de la Turquie. Un site qui ne devrait pas exister, un site qui, selon tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire humaine, est impossible.
Il s'appelle Göbekli Tepe. Et il change tout. Göbekli Tepe n'a pas été construit après le Dryas récent. Il a été construit à la fin de celui-ci. Ou peut-être, murmurent certains chercheurs, il a été construit pour commémorer ce qui a été perdu pendant cette période. Les portions les plus anciennes du site datent d'environ 11 600 ans, le moment exact où la période froide du Dryas récent a pris fin et où le monde a recommencé à se réchauffer. Le timing est soit la plus grande coïncidence de l'histoire archéologique, soit ce n'est pas une coïncidence du tout. Le sud-est de la Turquie, les montagnes de Germuche, un paysage de collines ondulantes cuites sous un ciel grand ouvert. Un tel, un monticule artificiel créé par des milliers d'années d'activité humaine stratifiée. Les habitants l'appellent Göbekli Tepe, la colline au ventre rond. Pendant des siècles, les agriculteurs travaillèrent le sol autour, retournant occasionnellement des pierres taillées et des fragments de roches sculptées qu'ils empilèrent le long des bords de leurs champs et oublièrent. En 1963, une équipe d'études conjointes de l'Université d'Istanbul et de l'Université de Chicago visita le site. Ils notèrent les pierres taillées. Ils le classèrent comme un cimetière médiéval. Ils passèrent à autre chose. Pendant 31 ans, l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire humaine resta en pleine vue, rejetée et ignorée. Puis en 1994, un archéologue allemand nommé Klaus Schmidt arriva. Il reconnut immédiatement les fragments de pierre. Ce n'étaient pas des vestiges médiévaux. Ils étaient préhistoriques et ils étaient anciens, très anciens. Il commença les fouilles en 1995. Ce qui émergea de la terre était si extraordinaire qu'il fallut des années au monde archéologique pour pleinement comprendre ce qui avait été trouvé. Des piliers massifs en calcaire en forme de T, certains mesurant près de 5 mètres de haut, certains pesant jusqu'à 20 tonnes, disposés en cercle, enchâssés dans des murs de pierre plus petites et couverts de sculptures complexes, renards, lions, sangliers, serpents, vautours, scorpions, symboles abstraits, et sur certains piliers, des bras sculptés en relief courant le long des côtés de la pierre, les mains jointes à l'avant, comme si les piliers étaient des représentations stylisées d'êtres humains. Des géants de pierre debout en cercle, se faisant face dans l'obscurité. Les cercles sont immenses. Le plus grand mesure environ 20 mètres de diamètre. Chaque enceinte contient 2 piliers centraux plus grands et plus élaborément sculptés que ceux du cercle environnant. 20 enceintes de ce type ont été identifiées jusqu'à présent, bien que les études indiquent que beaucoup d'autres restent enfouies. Seule une fraction du site a été fouillée. Et la datation. La datation est ce qui a fracassé le récit des manuels. L'analyse au radiocarbone a placé les structures les plus anciennes de Göbekli Tepe à environ 9500 ans avant notre ère. C'est il y a 11 500 ans, plus de 6000 ans avant Stonehenge, plus de 6000 ans avant les pyramides d'Égypte, plus ancien que toute structure humaine permanente connue, avant l'agriculture, avant la poterie, avant le travail du métal, avant la roue, avant l'écriture, avant chaque élément de ce que nous définissons traditionnellement comme civilisation. Les gens qui ont construit Göbekli Tepe étaient, selon chaque autre ligne de preuve, des chasseurs-cueilleurs. Et pourtant, ils ont construit cela. Ils ont extrait des blocs de calcaire pesant jusqu'à 20 tonnes depuis des affleurements à des centaines de mètres de distance. Ils ont façonné ces blocs en forme précise de T, en utilisant uniquement des outils en silex. Ils ont sculpté des reliefs élaborés d'animaux dans la pierre dure, un travail qui exigeait non seulement de l'habileté, mais une sophistication artistique et une pensée symbolique d'un ordre élevé. Ils ont transporté ces piliers massifs jusqu'au sommet de la colline, les ont érigés dans des arrangements circulaires soigneusement planifiés et les ont orientés avec précision. Et ils ont fait cela
non pas une fois, mais de façon répétée sur des siècles, construisant enceinte après enceinte, chacune reflétant une vision architecturale cohérente. La modélisation informatique menée par des chercheurs et publiée dans le Cambridge Archaeological Journal a révélé que les bâtisseurs utilisaient des principes géométriques pour planifier l'agencement. Les 3 enceintes principales sont connectées par un triangle équilatéral, suggérant que le complexe entier a été conçu comme un design unique et unifié plutôt qu'une série de structures séparées ajoutées au fil du temps. Et voici ce qui rend Göbekli Tepe encore plus mystérieux. Après des siècles d'utilisation, le site a été délibérément enterré, intentionnellement. Vers 8000 ans avant notre ère, les gens qui avaient eux le construit et utilisé ces structures les ont remplis de terre, de gravats et de détritus. Ils n'ont pas abandonné le site pour laisser la nature le reprendre. Ils l'ont activement couvert, comme s'ils le scellaient, le protégeaient ou le cachaient. Pourquoi? Personne ne le sait. Les théories vont de la clôture rituelle, une fin symbolique d'une ère religieuse, à la dissimulation pratique, cacher le site d'ennemis ou d'une nouvelle génération pratiquant une foi différente. Certains chercheurs alternatifs ont spéculé sur des raisons plus dramatiques, mais le fait demeure que l'enterrement délibéré est ce qui a si bien préservé Göbekli Tepe. Sans lui, 12 000 ans d'érosion, de tremblements de terre et d'altération auraient réduit le site en gravats. L'enterrement fut, intentionnellement ou non, un acte de préservation. L'ironie est remarquable. Le geste même qui nous a privés de ce site pendant des millénaires est ce qui nous l'a rendu. Si les bâtisseurs n'avaient pas enterré leur œuvre, il n'en resterait rien aujourd'hui. C'est comme s'ils savaient, consciemment ou par un instinct profond, que la seule façon de transmettre quelque chose à travers 10 000 ans était de le cacher sous la terre, à l'abri du vent, de la pluie et du temps lui-même. Göbekli Tepe importe parce qu'il a brisé le modèle. Avant Göbekli Tepe, la séquence acceptée du développement humain était d'abord l'agriculture, puis les villages, puis les temples. Cultiver d'abord, construire ensuite. Göbekli Tepe a inversé la séquence. Le temple est venu en premier. Longtemps avant que quiconque dans la région ait domestiqué un seul grain de blé. Le désir de créer un espace sacré, de construire quelque chose de monumental et de permanent, a précédé l'agriculture. Il l'a peut-être provoquée. Klaus Schmidt a proposé exactement cela. Il a suggéré que la construction de Göbekli Tepe nécessitait une main-d'œuvre si importante, rassemblée de toute la région pour de longues périodes, que le besoin de nourrir ces travailleurs a poussé les gens vers la culture délibérée des grains sauvages. La construction du temple a créé le besoin de l'agriculture, et non l'inverse. Et il y a des preuves à l'appui. À seulement 30 km de Göbekli Tepe, les généticiens ont trouvé les plus anciennes souches domestiquées de blé au monde. La datation au radiocarbone place cette domestication à environ 10 500 ans, seulement 500 ans après le début de la construction de Göbekli Tepe. Le berceau de l'agriculture et le plus ancien temple du monde sont voisins. Mais l'interprétation alternative est encore plus frappante. Et si Göbekli Tepe n'est pas le début de quelque chose? Et s'il en est la fin? Et si le savoir, la compétence organisationnelle, la sophistication architecturale, le langage symbolique gravé dans ses piliers ne sont pas sortis de nulle part dans la tête de chasseurs nomades? Et s'il s'agissait d'un héritage transmis depuis une tradition antérieure, une culture antérieure, un niveau antérieur de réalisation humaine qui avait été détruit ou perturbé par la catastrophe de la fin de l'ère glaciaire? Le timing s'aligne de façon troublante. Le Dryas récent s'est terminé il y a environ 11 600 ans. Les structures les plus anciennes de Göbekli Tepe datent d'environ 11 500 ans. L'écart est de négligeable. C'est comme si, au moment même où le froid a relâché son emprise et le monde s'est réchauffé à nouveau, quelqu'un a commencé à construire immédiatement, urgemment, avec un niveau de compétence et de savoir qui implique qu'ils ne l'ont pas inventé sur le moment,
il l'avait déjà. Sur l'un des piliers les plus célèbres de Göbekli Tepe, le pilier 43, également connu sous le nom de pierre du vautour, une scène complexe était sculptée. Un vautour tient un objet rond, peut-être une sphère ou une tête. En dessous, un scorpion. Autour, d'autres animaux et symboles abstraits. Certains chercheurs, notamment ceux de l'Université d'Édimbourg, ont proposé que les sculptures encodent des informations astronomiques, que les animaux représentent des constellations, que l'objet rond représente le soleil, et que la scène dépeint un moment spécifique dans le temps, une date encodée dans la pierre en utilisant les positions des étoiles. La date qu'ils proposent, environ 10 950 ans avant notre ère, pile au début du Dryas récent. Si cette interprétation est correcte, et elle reste débattue, alors Göbekli Tepe n'est pas simplement un temple, c'est un mémorial. Un enregistrement gravé dans la pierre pour commémorer une catastrophe. Un message des survivants de quelque chose de terrible, laissé pour le futur. Une façon de dire, nous nous souvenons de ce qui s'est passé. Nous nous souvenons du feu venu du ciel. Que vous acceptiez cette interprétation ou non, une chose est au-delà de tout doute. Göbekli Tepe prouve que les êtres humains, il y a 12 000 ans, étaient capables de bien plus que ce que les manuels n'autorisaient. S'ils pouvaient y construire cela, que d'autres pouvaient-ils construire? Et si tout ce qui est venu avant a été détruit, comment le saurions-nous? Le registre archéologique n'est pas complet. C'est un gruyère de lacunes et d'absences. Seule une infime fraction de la surface de la Terre a été fouillée. Seule une infime fraction de ce qui a existé a été préservée. Et sous l'eau, où les côtes d'il y a 12 000 ans se trouvent maintenant submergées sous 120 mètres de montée du niveau marin post-glaciaire, des paysages entiers restent non examinés. S'il y avait une civilisation côtière pendant l'ère glaciaire, un peuple qui vivait le long de rivages maintenant profondément sous l'eau, nous ne le saurions pas. Nous avons à peine commencé à chercher. Göbekli Tepe se trouve sur une crête de montagne bien au-dessus de la mer. C'est pourquoi il a survécu. Tout ce qui se trouvait au niveau de la mer n'a pas survécu. De Göbekli Tepe, nous voyageons maintenant vers l'Égypte, vers le plateau de Gizeh, vers le monument le plus célèbre de la Terre, le Grand Sphinx. Un corps de calcaire de la taille d'un bâtiment, une tête humaine sur un corps de lion, taillé dans le substrat rocheux vivant du plateau, non pas construit bloc par bloc comme les pyramides, mais creusé vers le bas depuis la surface, libéré de la roche qui l'entourait. Selon l'égyptologie mainstream, le Sphinx a été sculpté vers 2500 ans avant notre ère, sous le règne du pharaon Khéphren. Puis, en 1990, un géologue entra dans l'enceinte du Sphinx et vit quelque chose qui ne devrait pas être là. Il s'appelait Robert Schoch. Il détenait un doctorat en géologie et géophysique de Yale. Il était professeur associé à l'université de Boston. Il n'était pas égyptologue ni mystique. Il avait été invité en Égypte pour examiner la roche. Ce qu'il vit en quelques secondes bouleversa la conversation. Les murs de l'enceinte du Sphinx, la tranchée creusée dans le substrat rocheux quand le corps du Sphinx fut libéré du calcaire environnant, montraient des sillons profonds, arrondis et verticaux, des surfaces ondulantes, des profils qui étaient dix plus larges en haut qu'en bas. Pour un géologue expérimenté, les profils étaient sans équivoque. Ils étaient le produit de l'érosion par l'eau, spécifiquement de l'érosion par la pluie. De l'eau coulant le long de surfaces verticales pendant de longues périodes, creusant des canaux arrondis, caractéristiques, et dissolvant le calcaire depuis le dessus. Le problème est que le Sphinx se trouve au bord du désert du Sahara. Le plateau de Gizeh est essentiellement aride depuis 5000 ans. L'agent d'altération dominant sur le plateau est le vent et le sable transportés par le vent, qui produit un motif de d'érosion très différent. Des stries horizontales, des arêtes vives, des profils anguleux,
Les surfaces sur les murs de l'enceinte du Sphinx ne ressemblaient volé pas à cela. Elles ressemblaient à des surfaces battues par des siècles de pluie abondante. Schoch examina d'autres structures sur le plateau de Gizeh qui étaient solidement datées du règne de Khéphren. Les tombes taillées dans la roche, à proximité, creusées dans les mêmes formations géologiques, montraient une érosion cohérente avec le vent et le sable. Le Sphinx et son enceinte montraient quelque chose d'entièrement différent. Si les deux structures avaient été sculptées au même moment, dans la même roche, sous le même climat, elles devraient montrer les mêmes motifs d'érosion. Ce n'est pas le cas. Schoch conduisit également des études sismiques autour de la base du Sphinx, utilisant des marteaux sur des plaques d'acier pour générer des ondes sonores qui pénétraient dans le substrat rocheux. Les signaux réfléchis révélèrent par les la profondeur de l'altération sous la surface, jusqu'où dans la roche l'érosion s'était étendue. Les données montrèrent une profondeur extraordinaire, bien supérieure à ce qui serait attendu pour un monument vieux de seulement 4500 ans, et la profondeur était cohérente sur toute l'enceinte, suggérant une altération prolongée et uniforme venant du dessus. La pluie, pas une inondation localisée, pas l'humidité du sable, la pluie. Il souligna aussi un détail difficile à écarter. La tête du Sphinx est plus petite que le corps, de façon disproportionnée. Des mesures précises le confirment. La tête est trop petite par rapport à l'échelle du corps, et les marques d'outils sur la tête sont relativement récentes, cohérentes avec l'artisanat de l'Ancien Empire. Cela conduisit Schoch et d'autres à proposer que la tête avait été retaillée, que la tête originale, quoi qu'elle ait représenté, avait été si endommagée par l'altération qu'un pharaon ultérieur l'avait resculptée dans sa forme actuelle. Une tête plus petite, sculptée à partir d'un original plus grand et érodé, expliquerait à la fois la taille disproportionnée et les marques d'outils différentes. La réponse de l'égyptologie mainstream fut prévisible et féroce. Les critiques soutinrent que l'érosion pouvait être expliquée par l'altération saline, par l'humidité absorbée du sable saturé qui enterrait périodiquement le Sphinx, ou par l'eau de pluie s'infiltrant à travers le sable poreux, recouvrant le monument pendant des milliers d'années. Ces contre-arguments ont du mérite. La géologie du plateau de Gizeh est complexe, mais Schoch maintint sa position. Et il y a un alignement astronomique qui ajoute une couche supplémentaire au mystère. L'explication la plus simple, argumenta Schoch, était qu'elle n'avait pas été sculptée au même moment. Le Sphinx était plus ancien, beaucoup plus ancien. Assez ancien pour avoir été exposé à une période de pluie abondante et soutenue. Quand l'Égypte a-t-elle connu pour la dernière fois ce genre de précipitation? Pendant la période humide africaine, d'environ 12 000 à 5 000 ans avant notre ère, le Sahara n'était pas un désert. C'était une savane verdoyante. Des lacs parsemaient le paysage. Des rivières coulaient là où il n'y a maintenant que du sable. L'art rupestre dans ce qui est aujourd'hui le Sahara profond montre des gens nageant, gardant du bétail et vivant au bord de cours d'eau qui n'existent plus. Il y a une autre observation qui ajoute au mystère. Le Sphinx fait face plein is. Au matin de l'équinoxe de printemps, il fait face au soleil levant. Mais en raison d'un phénomène appelé la précession, le lent basculement de l'axe terrestre sur un cycle d'environ 26 000 ans, la constellation visible à l'horizon oriental au lever du soleil de l'équinoxe change au fil du temps. Si l'on remonte le ciel à environ 10 500 ans avant notre ère, la constellation se levant à l'horizon oriental à l'équinoxe de printemps était le Lion. Un monument en forme de lion faisant face à l'est, regardant la constellation du Lion au lever du soleil de l'équinoxe. L'alignement est très lisse et précis, le symbolisme est évident et la date tombe carrément dans la fenêtre que Schoch a proposée pour la construction originale du Sphinx. Du Sphinx, nous passons à un morceau de peau de gazelle dessiné en 1513 par un amiral turc. En 1929, dans les sous-sols du palais de Topkapi à Istanbul,
un théologien allemand tria des documents anciens à la demande du gouvernement turc. Les archives du palais, centre administratif de l'Empire ottoman pendant des siècles, contenaient des milliers d'objets non catalogués, des cartes, des manuscrits, des lettres, des registres administratifs, tous entassés dans des réserves et largement oubliés. Il déroula soigneusement une peau de gazelle séchée et vieillie. Ce qu'il trouva était une carte, un fragment, clairement environ un tiers de ce qui avait autrefois été un graphique plus grand. Mais même en tant que fragment, c'était extraordinaire. La carte avait été dessinée et signée en 1513 par un amiral et cartographe ottoman nommé Hadji Ahmed Muhiddin Piri, connu de l'histoire sous le nom de Piri Reis. C'était un marin expérimenté, un ancien corsaire qui avait servi dans la marine ottomane et un collecteur dévoué de savoir géographique. Dans ses propres annotations sur la carte, écrite en turc ottoman, Piri Reis expliquait qu'il avait compilé sa carte à partir d'environ 20 sources différentes. 8 étaient des cartes ptolémaïques, basées sur les connaissances géographiques des anciens Grecs. 4 étaient des cartes portugaises d'exploration récente. L'une était une carte arabe, et l'une, affirmait Piri Reis, avait été dessinée par Christophe Colomb lui-même, une carte qui a depuis été perdue pour l'histoire. Le fragment de Piri Reis est la seule copie connue de toute partie de la carte originale de Colomb. La carte elle-même est une carte portulan, un type de carte nautique utilisée pour la navigation, présentant des roses des vents et un réseau de lignes de rhombe. Elle représente la côte occidentale de l'Afrique, la péninsule ibérique et la côte orientale de l'Amérique du Sud, avec un détail remarquable pour son époque. La côte du Brésil en particulier est rendue avec un niveau de précision qui a impressionné les cartographes modernes quand la carte fut étudiée pour la première fois. Mais la caractéristique qui propulsa la carte dans le monde du mystère et de la controverse se trouve en bas du fragment, sous la côte sud-américaine. La carte représente une masse terrestre, une grande masse continue s'étendant vers le sud et se courbant vers l'est. Une masse terrestre qui, aux yeux de certains, ressemble beaucoup à la côte nord de l'Antarctique. Le problème est évident. L'Antarctique n'a été officiellement découverte qu'en 1820, plus de 300 ans après que Piri Reis ait dessiné sa carte. Aucun Européen, aucun Ottoman, aucun explorateur connu n'avait atteint l'Antarctique en 1513. Si la masse terrestre sud sur la carte de Piri Reis est l'Antarctique, comment Piri Reis savait-il qu'elle était là? Le mystère s'approfondit quand, en 1965, le professeur Charles Hapgood de l'Université du New Hampshire publia un livre intitulé « Carte des anciens rois de la mer ». Hapgood et ses étudiants avaient étudié la carte de Piri Reis en détail et trouvé plusieurs anomalies. La carte semblait utiliser une forme de projection de Mercator, une méthode de représentation de la surface courbe de la Terre sur une carte plane que les cartographes européens n'ont largement adoptée que plus tard au XVIe siècle. La carte montrait des caractéristiques géographiques avec un degré de précision qui semblait dépasser les capacités de navigation du début des années 1500. Mais l'affirmation la plus stupéfiante concernait la masse terrestre sud. Hapgood argumenta qu'elle ne représentait pas simplement l'Antarctique. Elle représentait l'Antarctique sans sa calotte glaciaire. La côte montrée sur la carte, affirma-t-il, correspondait non pas à la côte couverte de glace visible aujourd'hui, mais à la côte rocheuse réelle enfouie sous des milliers de pieds de glace glaciaire. Une côte qui n'a été cartographiée par la technologie moderne, études sismiques et imagerie satellite, qu'au XXe siècle. Si Hapgood avait raison, les implications étaient ahurissantes. Quelqu'un, à un moment du passé profond, avait cartographié la côte de l'Antarctique avant qu'elle ne soit couverte de glace. Ce quelqu'un possédait les compétences de navigation pour atteindre le continent.
les compétences cartographiques pour le cartographier avec précision, et les moyens de transmettre ce savoir à travers le temps jusqu'à ce qu'il atteigne finalement Piri Reis à travers une chaîne de cartes sources. Hapgood proposa qu'une civilisation ancienne, inconnue et technologiquement capable avait existé. Une qui pouvait naviguer sur les océans du monde et produire des cartes précises des milliers d'années avant les Grecs. Les critiques de l'interprétation de Hapgood ont soulevé des objections sérieuses. Premièrement, l'identification de la masse terrestre sud comme l'Antarctique est loin d'être certaine. De nombreux historiens de la cartographie soutiennent que ce que Hapgood a identifié comme la côte antarctique est en fait une représentation déformée de la côte sud de l'Amérique du Sud. Au début du XVIe siècle, l'étendue complète de la côte sud de l'Amérique du Sud n'était pas encore connue. Les cartographes étendaient régulièrement les côtes sur la base de spéculations, de rumeurs ou de l'hypothèse héritée de la géographie classique grecque selon laquelle une grande masse terrestre sud devait exister pour équilibrer les continents nord. Deuxièmement, les données modernes de carottes de glace montrent que l'Antarctique est couverte de glace depuis au moins 10 millions d'années, bien plus longtemps que ce que Hapgood supposait. Troisièmement, les annotations de Piri Reis près de la masse terrestre sud la décrivent comme inhabitable, en ruine, et contenant de grands serpents avec un climat dit très chaud. Cette description ne correspond à l'Antarctique par aucun effort d'imagination. Elle correspond bien plus naturellement à la côte tropicale ou subtropicale de l'Amérique du Sud. Le consensus savant est que la carte est un produit remarquable, mais désultimement explicable de la cartographie du début du XVIe siècle. Et pourtant, la carte de Piri Reis n'est pas la seule carte anomale de cette période. La carte d'Orontus Phineus de 1531 représente également une masse terrestre sud avec des caractéristiques que certains ont comparées à l'Antarctique. La carte de Buache de 1739 montre ce qui semble être un continent sud divisé par des voies d'eau que certains ont comparé à la topographie sous-glaciaire de l'Antarctique. La question récurrente persiste. Pourquoi tant de cartes anciennes incluent-elles une masse terrestre australe présentant des caractéristiques qui, même par coïncidence, ressemblent à la géographie réelle d'un continent qui ne serait pas découvert avant des siècles? Descartes, nous descendons maintenant sous terre. En 1963, un homme dans la ville turque de Derinkuyu rénove sa maison. Il prend un marteau et frappe un mur de sous-sol. La pierre s'effondre. Derrière, l'obscurité. Pas l'obscurité d'un vide sanitaire, une obscurité plus profonde, un passage. Il pousse à travers les débris et se retrouve à l'entrée d'un tunnel. Le tunnel mène à une pièce. La pièce mène à un autre tunnel. Ce tunnel mène à une autre pièce, et une autre, et une autre. Descendant toujours plus bas. Ce que cet homme anonyme avait percé était l'une des découvertes archéologiques les plus extraordinaires du XXe siècle. Une ville souterraine entière, creusée dans la roche volcanique tendre de la Cappadoce, s'étendant sur environ 85 mètres de profondeur. 18 niveaux, avec des puits de ventilation, des puits d'eau, des salles de stockage, des écuries, des caves à vin, des pressoirs à huile, des cuisines, des salles de réunion, des écoles et des chapelles. Des portes circulaires massives en pierre, pesant chacune plusieurs centaines de kilos, pouvaient être roulées en travers des entrées de corridors depuis l'intérieur, scellant la ville contre les intrus. Les portes ne pouvaient pas être ouvertes de l'extérieur. Derinkuyu pouvait abriter jusqu'à 20 000 personnes avec leur bétail et leurs réserves de nourriture pour des périodes prolongées. L'ingénierie est méticuleuse. Le système de ventilation, un réseau de puits allant des niveaux les plus profonds jusqu'à la surface, fournissait de l'air frais à travers tout le complexe. Certains de ces puits servaient également de puits d'eau, atteignant la nappe phréatique et alimentant les habitants en eau potable. La circulation d'air était si bien conçue
que même aux niveaux les plus bas, l'atmosphère restait respirable. Un exploit d'ingénierie qui implique une compréhension sophistiquée de la dynamique des fluides, de la convection thermique et de la gestion de l'air dans des espaces confinés. La ville était organisée avec un objectif clair. Les niveaux supérieurs servaient de quartiers d'habitation et d'espaces de travail. Les niveaux intermédiaires abritaient des entrepôts, des pressoirs à vin et à huile, des écuries pour les animaux. Les niveaux inférieurs fournissaient un stockage sécurisé et un refuge en dernier recours. Les corridors étroits, délibérément étroits, garantissaient que les envahisseurs devraient avancer en file indienne, où les défenseurs pourraient les neutraliser un par un. Chaque étage pouvait être scellé indépendamment. Si les niveaux supérieurs étaient à modo percés, la population pouvait se replier plus profondément, fermant les portes de pierre derrière elle. Le design reflète une pensée militaire, une pensée stratégique, la pensée de gens qui avaient survécu à des attaques et qui avaient l'intention d'y survivre encore. Derinkuyu n'est pas seul. La Cappadoce contient plus de 200 établissements souterrains connus. Certains sont petits, juste 2 ou 3 niveaux. D'autres rivalisent avec Derinkuyu en échelle. Kaimakli, une autre vaste cité souterraine, se trouve à seulement 8 km. Certains chercheurs pensent d'y affirmer que les deux villes étaient autrefois connectées par un tunnel s'étendant sur près de 9 km entre elles, créant un réseau souterrain. En 2015, lors de la construction d'un projet immobilier près de la ville de Nevşehir, une autre cité souterraine fut découverte sous un château de collines. Les premières études suggérèrent qu'elle pourrait être encore plus grande que Derinkuyu, s'étendant sur plus de 100 mètres de profondeur et couvrant près de 5 millions de pieds carrés. Moins de la moitié de Derinkuyu elle-même a été fouillée. Des sections entières restent scellées, soit en raison de préoccupations structurelles, soit parce que personne ne s'y est encore aventuré. L'explication archéologique conventionnelle est directe. La Cappadoce se trouve au carrefour d'empires anciens. Hittites, Perses, Grecs, Romains, Byzantins, Arabes, Mongols et Ottomans se sont tous battus pour le contrôle de la région sur des milliers d'années. Les villes souterraines servaient de refuge pendant les invasions. Quand des armées apparaissaient à l'horizon, la population locale descendait dans la roche, scellait les portes et attendait. La première question est celle de l'échelle. Creuser une ville pour 21 000 personnes, 18 étages de profondeur dans la roche solide, même de la roche tendre, est une réalisation d'ingénierie extraordinaire. Cela nécessite non seulement du travail, mais de la planification. Quelqu'un a dû concevoir le système de ventilation avant que le premier puits soit creusé. Quelqu'un a dû calculer les charges structurelles pour empêcher l'effondrement. Quelqu'un a dû cartographier la nappe phréatique pour savoir où placer les puits. Quelqu'un a dû coordonner le travail de centaines ou de milliers de personnes sur ce qui a dû être des décennies, sinon des siècles, d'excavation continue. Ce n'est pas le travail de villageois effrayés creusant un trou pour se cacher, c'est le travail d'ingénieurs. La question la plus provocante, de quoi se cachait Biantil? Les armées d'invasion sont la réponse standard, mais la profondeur extrême de Derinkuyu soulève des questions. On n'a pas besoin de descendre 18 étages sous terre pour se cacher d'un raid de cavalerie. Quelques niveaux suffiraient. La profondeur extrême suggère que quiconque a conçu les portions les plus profondes se préparait à quelque chose de plus qu'une armée de passage. Quelque chose qui rendait la surface inhabitable pour une période prolongée. Quelque chose venant du ciel, peut-être, un bombardement cosmique, une éruption volcanique massive blanquettant la région de cendres pendant des mois. La Cappadoce est elle-même une région volcanique. Le tuf volcanique tendre qui rendait les villes souterraines possibles a lui-même été produit par d'anciennes éruptions volcaniques. Les gens de la région auraient été intimement familiers avec les dangers du volcanisme, les chutes de cendres, les coulées pyroclastiques, les gaz toxiques.
Se réfugier sous terre pendant un événement volcanique est une réponse rationnelle. Et creuser assez profondément pour survivre à une éruption prolongée, qui pourrait couvrir la surface de cendres pendant des mois ou des années, pourrait expliquer la profondeur extrême du complexe. Et cette compréhension que parfois la surface n'est pas sûre, que parfois il faut descendre, résonne à travers l'une des histoires les plus persistantes et les plus répandues de toute la culture humaine. Une histoire racontée sur chaque continent habité. Une histoire racontée par des peuples qui, supposément, n'avaient aucun contact entre eux. L'histoire du déluge. Presque chaque culture sur Terre raconte une histoire sur la fin du monde. Pas une apocalypse future, une apocalypse passée. Un temps où l'eau est venue et a tout englouti. Un temps où les dieux ont décidé de recommencer. Un temps où des décombres, une poignée de survivants a reconstruit et recommencé. La version la plus ancienne écrite vient de l'ancienne Sumer. Dans la liste royale sumérienne, les rois du monde antédiluvien sont listés avec des règnes impossiblement longs. Puis vient une seule ligne. Le déluge a tout balayé. La royauté est descendue à nouveau du ciel. Dans l'épopée de Gilgamesh, le plus grand chef-d'œuvre littéraire du monde antique, le héros Gilgamesh voyage jusqu'au bout du monde pour trouver Utnapishtim, le seul homme ayant reçu l'immortalité par les dieux. Utnapishtim raconte à Gilgamesh comment il a survécu au grand déluge. Les dieux de Sumer décidèrent de détruire l'humanité. Mais un dieu, Ea, avertit Utnapishtim en secret, parlant à travers le mur de sa maison de roseaux. « Détruis ta maison, dit Ea. Construis un bateau. Charge-le des semences de toutes les choses vivantes. » Utnapishtim construisit le bateau. La tempête vint. Elle fit rage pendant 6 jours et 7 nuits. Les eaux montèrent jusqu'à ce que même les dieux soient terrifiés. Quand la tempête passa, le bateau échoua sur une montagne. Utnapishtim envoya une colombe. Elle revint. Il envoya une hirondelle. Elle revint. Il envoya un corbeau. Il ne revint pas. Les eaux se retiraient, le monde recommençait. Les parallèles avec Noé sont sans équivoque. Un avertissement divin, un grand bateau, un déluge catastrophique, des animaux préservés, un atterrissage sur une montagne, des oiseaux envoyés pour trouver la terre ferme, un sacrifice de gratitude, un nouveau commencement. Les spécialistes reconnaissent depuis longtemps que le récit de la Genèse a été influencé par la tradition mésopotamienne plus ancienne. L'épopée d'Atrahasis, antérieure, datant d'environ le XVIIIe siècle avant notre ère, raconte une histoire similaire avec des détails supplémentaires sur les motivations des dieux et les conséquences. La Genèse d'Éridu sumérienne fournit encore une autre version. L'histoire du déluge était centrale dans la culture mésopotamienne bien avant qu'elle n'entre dans la Bible hébraïque. Mais voici ce qui importe pour notre récit. Les histoires mésopotamiennes du déluge ne sont pas uniques. Elles ne sont même pas inhabituelles. Elles sont une expression d'un récit qui apparaît dans pratiquement chaque culture sur chaque continent habité. Les savants ont catalogué plus de 500 mythes du déluge distincts provenant de cultures du monde entier. Beaucoup de ces cultures n'avaient aucun contact connu avec la Mésopotamie ni entre elles. L'explication conventionnelle est la convergence culturelle. Les inondations sont une expérience humaine universelle. Mais le degré de convergence est frappant. Beaucoup de mythes du déluge partagent des détails structurels qui dépassent un récit générique. Dans la tradition hindoue, le dieu Vishnu avertit le sage Manu d'un déluge approchant. Manu construit un bateau, le charge de semences et d'animaux, et survit. Le bateau est remorqué à travers les eaux montantes par un poisson géant. Après le déluge, Manu effectue un sacrifice et de l'offrande émerge une femme. Ensemble, ils repeuplent le monde. Dans la mythologie grecque, Zeus décide de détruire l'humanité par un déluge. Deucalion et Pyrrha, le seul couple vertueux,
survivent dans un coffre qui flotte sur les eaux montantes. Quand le déluge se retire, ils atterrissent au sommet d'une montagne et repeuplent la terre en jetant des pierres par-dessus leur épaule, lesquelles deviennent de nouvelles personnes. Dans la mythologie chinoise, le sage Gun tente d'arrêter un grand déluge en construisant des digues, mais échoue. Son fils Yu réussit en creusant des canaux pour détourner les eaux. Le déluge est un événement fondateur dans la mémoire civilisationnelle chinoise. Chez les aborigènes d'Australie, les récits du déluge comptent parmi les plus anciennes traditions orales maintenues en continu sur la planète. Ces histoires décrivent une grande eau qui a couvert la terre, remodelant les côtes et noyant des régions entières. Certaines de ces histoires correspondent aux preuves géologiques de la montée du niveau marin post-glaciaire le long de la côte australienne. Et des chercheurs ont suggéré qu'elles pourront y préserver des mémoires d'événements réels remontant à 10 000 ans ou plus. Dans les Amériques, les mythes du déluge sont omniprésents. Les Hopis racontent un monde détruit par l'eau parce que les gens étaient en devenus corrompus. Les Aztèques décrivent un quatrième soleil, un quatrième âge du monde qui s'est terminé par une inondation catastrophique. Le popole Vuah Maya décrit la destruction d'une création antérieure par un grand déluge envoyé par les dieux. Les traditions indigènes sud-américaines, des Andes à l'Amazonie, contiennent des récits similaires. Toutes ces cultures racontent essentiellement la même histoire. Le monde a été détruit par l'eau, quelques-uns ont survécu. La civilisation a recommencé. Certaines partagent des détails structurels remarquablement spécifiques, un avertissement divin, un survivant choisi, un vaisseau de préservation, des animaux sauvés, un atterrissage sur une montagne, des oiseaux envoyés en éclaireur, un sacrifice de gratitude, un nouveau commencement. Ces détails réapparaissent à travers des cultures qui n'avaient aucun moyen apparent de partager des histoires. L'explication alternative. Et si les mythes du déluge ne sont pas des inventions indépendantes, et s'ils sont des mémoires, pas d'une seule inondation mondiale simultanée, mais d'un processus, un processus prolongé et dévastateur qui a affecté les côtes et les vallées fluviales du monde entier pendant des milliers d'années? À la fin de la dernière ère glaciaire, les niveaux marins ont monté de plus de 120 mètres. Des côtes qui avaient été stables pendant des dizaines de milliers d'années ont été noyées. Des masses terrestres entières ont disparu. Le pont terrestre de Bering entre l'Asie et l'Amérique du Nord. La connexion terrestre entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Le vaste plateau de la Sonde entre l'Asie du Sud-Est et l'Indonésie. Les plateaux continentaux de l'Inde, de l'Australie et des Amériques, tous submergés. La transformation géographique fut immense, et elle ne se produisit pas de manière graduelle partout. Si le processus global était lent selon les standards humains, il fut ponctué d'épisodes d'inondations rapides. Des impulsions d'eau de fonte, des libérations soudaines d'énormes volumes d'eau provenant de calottes glaciaires qui s'effondrent ou de lacs glaciaires qui se vident, pouvaient élever le niveau de la mer de plusieurs mètres en l'espace de quelques décennies. Pour les populations côtières, cela aurait été catastrophique. Des établissements noyés, des zones de pêche détruites, des communautés entières déplacées. Imaginez une communauté vivant sur une plaine côtière il y a 12 000 ans. Ils vivent là depuis des générations. La mer est leur pourvoyeuse. Leur culture est construite autour d'elle. Puis, l'eau commence à monter, lentement d'abord. La plage se rapproche. Les campements doivent être déplacés, puis plus vite. Une tempête arrive et la mer ne se retire pas. Les champs sont inondés. Les puits deviennent saumâtres. En l'espace d'une vie, la terre que leurs grands-parents parcouraient est sous l'eau. Et en quelques générations de plus, il n'en reste aucun souvenir sauf une histoire. Une histoire sur un temps où l'eau est venue et à tout prix. Une histoire sur un monde qui s'est noyé. Maintenant, multipliez cela par chaque côte de chaque continent. Répétez-le sur 8000 ans. Couche après couche de pertes, génération après génération, regardant la mer avaler leur monde.
Est-il étonnant que chaque culture se souvienne d'un déluge? Si une civilisation de l'ère glaciaire existait, elle se serait trouvée sur les plateaux continentaux. Les terres mêmes, qui sont maintenant sous l'eau, nous n'avons pas regardé là. L'archéologie marine est coûteuse, difficile et limitée. Les paysages submergés de la dernière ère glaciaire restent presque entièrement inexplorés. Des milliers de kilomètres carrés de terrain qui étaient autrefois de la terre ferme, de la terre habitable, de la terre côtière, se trouvent sous les vagues non examinées. Si les preuves d'une civilisation perdue existent quelque part, c'est là, sous l'eau, sous les sédiments, sous le silence de 12 000 ans d'océan. La Terre n'est pas un musée, c'est une machine. Une machine qui broie, dissout, subducte, fond, compresse et efface. Et elle fonctionne depuis 4,5 milliards d'années. Considérez ce qui se passerait si notre civilisation prenait fin demain. Pas dans une guerre nucléaire, pas dans un fracas, juste une sortie silencieuse. L'humanité disparaît. Les machines s'arrêtent. Les lumières s'éteignent. En quelques semaines, la plupart des réseaux électriques tombent en panne. En quelques mois, la végétation commence à reconquérir les villes. Les racines fissurent les chaussées. Les vignes grimpent le long des murs. En quelques décennies, les structures en bois s'effondrent. L'acier rouille. Le verre se brise sous le stress thermique. Les bâtiments que nous pensions permanents commencent à s'émietter. En quelques siècles, la plupart des structures au-dessus du sol ont disparu, réduites en gravats. En quelques milliers d'années, les gravats sont enterrés sous le sol et les sédiments. En 100 000 ans, les dernières traces de nos villes sont des couches géologiques, de fines bandes de chimie inhabituelles dans la roche, des fragments de béton, des microplastiques, des niveaux élevés de métaux lourds, un pic d'isotopes radioactifs provenant de nos essais nucléaires. En 1 million d'années, les processus tectoniques ont refait surface des régions entières. Les rivières ont changé de cours. Les côtes se sont déplacées. Les montagnes se sont élevées et érodées. Les emplacements spécifiques de nos villes ne sont plus identifiables depuis la surface. La seule façon de les trouver serait de forer ou de tomber par hasard sur une coupe transversale exposée, une falaise ou une coupe routière qui intersecte la fine couche où notre civilisation a autrefois existé. En 10 millions d'années, la majeure partie de cette couche a été subductée, érodée ou métamorphosée au-delà de toute reconnaissance. La tectonique des plaques a tiré des portions de nos plateaux continentaux dans les zones de subduction, les entraînant vers le manteau où les températures et les pressions fondent tout en magma. Les signatures chimiques persistent dans certains endroits. Des couches anomales de carbone, d'azote et de métaux traces dans les séquences sédimentaires. Mais elles sont subtiles, ambiguës, indistinguables dans de nombreux cas d'événements volcaniques ou hydrothermaux naturels. En 50 millions d'années, pratiquement rien de physique ne subsiste. Aucune structure, aucun artefact, aucun fossile d'un être humain, parce que les conditions requises pour la fossilisation sont rares et la fraction de toute espèce qui se fossilise est infinitésimalement petite. Les dinosaures ont dominé la Terre pendant 165 millions d'années. Et le nombre total de fossiles individuels de dinosaures jamais trouvés pourrait tenir dans un seul musée. Une civilisation entière, durant quelques milliers d'années, aurait de la chance de laisser un seul individu fossilisé. Ce qui reste, ce sont des murmures chimiques, des rapports isotopiques, de fines couches de concentration inhabituelles dans les carottes de sédiments marins profonds, le genre de signaux que les géologues trouvent régulièrement et qu'ils attribuent au volcanisme, aux libérations de méthane, aux variations orbitales ou à d'autres processus naturels. Parce que jusqu'à ce que Frank et Schmidt posent la question en 2018, personne ne cherchait autre chose. Considérez maintenant les océans. 71% de la surface de la Terre est constituée d'eau. Le plancher océanique n'est pas permanent.
Il est créé au dorsal médio-océanique, où le magma monte et se solidifie en nouvelle croûte, et détruit aux zones de subduction, où la vieille croûte replonge dans le manteau. Le plus ancien plancher océanique de la planète a environ 200 millions d'années. Tout ce qui est plus ancien a été recyclé. Toute preuve de quoi que ce soit qui se soit produit sur le plancher océanique il y a plus de 200 millions d'années a été refondue dans l'intérieur de la Terre. Et puis il y a le niveau de la mer. C'est peut-être le facteur le plus sous-estimé de tous. Pendant les ères glaciaires, quand d'énormes volumes d'eau sont emprisonnés dans les glaciers continentaux, le niveau de la mer baisse dramatiquement. Pendant le dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans, le niveau de la mer était d'environ 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Les côtes de chaque continent s'étendaient bien au-delà de leurs positions actuelles. De vastes zones de ce qui est maintenant le plateau continental étaient de la terre ferme. Si une civilisation côtière existait pendant l'ère glaciaire, et côtier est là où les civilisations tendent à se développer, ces vestiges sont maintenant submergés. Couverts de 120 mètres d'eau de mer et de 12 000 ans de sédiments marins. Nous n'avons pas regardé là. L'archéologie marine, l'exploration systématique des paysages submergés, en est à ses balbutiements. Nous essayons en fait de lire un livre dont 99% des pages ont été arrachées, et le 1% restant a été endommagé par l'eau, le feu et le temps. Et ensuite, nous déclarons avec confiance que nous connaissons toute l'histoire. C'est le problème fondamental de l'hypothèse silurienne. La Terre n'est pas seulement vaste dans l'espace, elle est vaste dans le temps. Et le temps est le grand effaceur. Avec suffisamment de temps, la planète détruira les preuves de presque tout ce qui s'est jamais produit sur sa surface. Moins de 1% de la surface terrestre est urbanisée aujourd'hui. Si vous cherchiez des preuves de nos villes dans 50 millions d'années, vous fouilleriez des carottes représentant moins de 1% de la surface originale, dont la majeure partie aurait été recyclée par les processus tectoniques. Les chances de trouver un artefact direct, un morceau de béton, un fragment d'acier, un tesson de verre, sont essentiellement nulles. Vous devriez vous fier entièrement aux preuves indirectes, les anomalies chimiques dans la roche. Et ces anomalies, comme nous l'avons discuté, peuvent ressembler exactement à des événements naturels. Notre confiance en notre propre unicité, notre certitude que nous sommes la première et unique civilisation technologique à émerger sur cette planète, ne repose pas sur une preuve, mais sur l'absence de réfutation. Et dans un système où les preuves sont systématiquement détruites avec le temps, l'absence de preuves est une fondation très instable. Cela signifie-t-il qu'une civilisation précédente a existé? Non. L'explication la plus parcimonieuse pour les preuves dont nous disposons est que nous sommes en effet les premiers. Mais l'explication la plus parcimonieuse n'est pas toujours la bonne. Pendant des siècles, l'explication la plus parcimonieuse de la diversité de la vie était la création divine. Pendant des décennies, l'explication la plus parcimonieuse de la forme des continents était la coïncidence. Pendant des années, l'explication la plus parcimonieuse des extinctions de masse était le changement climatique graduel, jusqu'à ce que le cratère de Chicxulub prouve que parfois l'univers lance des rochers sur nous. La science avance en questionnant les hypothèses, en regardant les preuves avec des yeux neufs, en demandant si l'histoire que nous nous racontons est la seule histoire que les preuves soutiennent. Et les preuves, quand on les expose toutes ensemble, soutiennent plus d'une histoire. Le PETM, avec sa signature isotopique de carbone qui reflète l'activité industrielle. Le Dryas récent, avec son apparition soudaine, ses extinctions de mégafaune, ses marqueurs d'impact cosmique. Göbekli Tepe, avec sa sophistication impossible à une date impossible. Le Sphinx, avec son érosion par l'eau dans un désert. Les cartes qui montrent des choses que personne n'aurait dû connaître. Les villes souterraines construites pour survivre à quelque chose en surface. Les mythes du déluge racontés par chaque culture,
décrivant la même catastrophe. Chacun de ces éléments pris individuellement a une explication conventionnelle. Et chaque explication conventionnelle est raisonnable, probablement correcte. Mais pris ensemble, ils forment un motif. Un motif d'anomalie. Un motif de choses qui ne cadrent pas tout à fait. Et voici à quoi cette explication alternative pourrait ressembler. Pas comme un fait prouvé, mais comme une possibilité, un exercice de pensée. Imaginez une civilisation qui s'est élevée pendant l'ère glaciaire. Pas notre genre de civilisation. Pas une qui brûlait des combustibles fossiles et construisait des réacteurs nucléaires. Un genre différent. Une civilisation qui s'est développée le long de lignes technologiques différentes. Peut-être une civilisation plus maritime que terrestre, construite le long des côtes des continents de l'ère glaciaire, où le climat était doux et les mers riches. Une civilisation qui a développé l'astronomie, la navigation, l'agriculture, l'architecture et l'organisation sociale, mais qui a laissé une empreinte plus légère que la nôtre. Une civilisation qui comprenait la terre et le ciel de manière que nous ne faisons que redécouvrir. Imaginez que cette civilisation a été frappée par une catastrophe, un impact de comète, un changement climatique soudain, la montée des eaux qui a noyé leur cité côtière, le feu, la glace et l'inondation, tout en l'espace de quelques générations. Pas tout le monde n'est mort, certains ont survécu, certains ont emporté des connaissances avec eux, des fragments d'astronomie, d'agriculture, de navigation, d'ingénierie, et les ont disséminés à travers le monde, enseignant ce qu'ils savaient aux populations de chasseurs-cueilleurs qu'ils rencontraient. Imaginez que ces survivants ont construit Göbekli Tepe comme un mémorial et un répertoire de connaissances, qu'ils ont sculpté le Sphinx comme un marqueur orienté vers les étoiles à un moment spécifique dans le temps, qu'ils ont transmis des histoires de la catastrophe, des histoires qui sont devenues les mythes du déluge de Sumer, de l'Inde, de la Grèce et des Amériques. Que leurs cartes, leurs graphiques, leur compréhension de la géographie se sont filtrés à travers des millénaires de copies et de recopies jusqu'à ce que des fragments d'informations impossiblement exacts apparaissent sur une peau de gazelle en 1513. Imaginez que les preuves de leur civilisation côtière se trouvent exactement là où l'on s'y attendrait, sous 120 mètres d'océan, sur des plateaux continentaux que nous n'avons pas explorés, dans des couches de sédiments que nous n'avons pas examinées, dans les lacunes d'un registre géologique que nous commençons à peine à lire. L'archéologie mainstream rejette massivement cette narration. Le rejet n'est pas déraisonnable. Les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Et les preuves, bien que suggestives, ne sont pas extraordinaires. Elles sont circonstancielles. Elles sont interprétatives. Elles dépendent du choix de lecture spécifique de données ambiguës et de leur tissage en un récit cohérent. Mais le rejet n'est pas non plus le dernier mot. Parce que la science n'est pas statique. C'est un processus, et le processus implique de tester des hypothèses, de rassembler de nouvelles preuves et de réviser notre compréhension quand les preuves l'exigent. L'hypothèse silurienne a été publiée dans un journal évalué par les pairs. Ce n'était pas une théorie du complot. C'était une enquête scientifique formelle sur les limites de notre connaissance. Alors que faisons-nous de tout cela ? Premièrement, nous continuons à chercher. Les plateaux continentaux submergés du monde glaciaire représentent l'une des plus grandes frontières archéologiques inexplorées de la planète. À mesure que la technologie de l'archéologie marine s'améliore, sonar, télédétection, robotique sous-marine, nous commencerons à cartographier ces paysages. Et ce que nous y trouverons changera peut-être tout, ou confirmera peut-être ce que nous croyons déjà. Dans les deux cas, nous devons regarder. Deuxièmement, nous continuons à questionner. Le récit du progrès humain, de chasseurs-cueilleurs primitifs à des civilisations sophistiquées, en une ligne ascendante bien nette, est une histoire que nous nous racontons. Ce n'est pas la seule histoire que les preuves soutiennent. Göbekli Tepe
à lui seul devrait nous rendre humbles face à ce que nous croyons savoir sur nos ancêtres. Troisièmement, nous prenons l'avertissement au sérieux. Qu'une civilisation précédente ait existé ou non, l'hypothèse silurienne porte un message absolument pertinent pour nous en ce moment même. Nous laissons une marque sur cette planète, une marque chimique profonde et indélébile. Nous changeons l'atmosphère, nous changeons les océans, nous provoquons l'extinction d'espèces à un rythme qui correspond aux grandes extinctions de masse du passé profond. Nous créons, en termes géologiques, notre propre PETM. Et si nous ne changeons pas de cap, la question que les géologues futurs poseront ne sera pas de savoir si notre civilisation a existé. Ce sera « Que lui est-il arrivé ?» La Terre ne se soucie pas de nous. Elle ne se soucie pas de nos villes, de notre art, de nos débats sur les civilisations perdues. Elle tournera, se déplacera, érodera, subductera et recyclera quoi que nous fassions. Elle le fait depuis 4,5 milliards d'années. Elle le fera pendant des milliards de plus. La question n'est pas de savoir si la Terre survivra. Elle survivra. La question est de savoir si nous laisserons quelque chose derrière nous qui compte, ou si, comme la civilisation hypothétique de l'hypothèse silurienne, nous serons réduits à une fine ligne ambiguë dans la roche, un murmure chimique qu'une espèce future pourrait trouver et sur lequel elle s'interrogerait si elle est assez intelligente pour regarder. Nous ne sommes peut-être pas la première civilisation de la Terre. Mais même si nous le sommes, nous partageons quelque chose avec chaque forme de vie qui ait jamais existé sur cette planète. Nous sommes temporaires. La roche est patiente. Et les seules choses qui survivent sont les choses que nous prenons assez au sérieux pour les préserver. Il y a une leçon dans chaque fil que nous avons suivi ce soir. Le PETM nous enseigne que la Terre a déjà traversé ce que nous sommes en train de lui infliger et qu'elle s'en est remise, mais que le rétablissement a pris 200 000 ans, 200 000 ans d'océans acides, de températures extrêmes, d'extinctions en cascade. La Terre se remet toujours. La question est de savoir si nous serions là pour voir la convalescence. Le Dryas récent nous enseigne que la catastrophe peut venir du ciel, sans avertissement, sans préparation possible, effaçant en quelques années ce que des millénaires avaient tôt construit. La comète, si c'en était une, n'a pas consulté nos calendriers ni nos projets. Elle est simplement arrivée. Et le monde a changé. Göbekli Tepe nous enseigne l'humilité. Nos ancêtres étaient décapables de choses que nous ne soupçonnions pas. Notre vision linéaire du progrès, de la grotte au gratte-ciel en une courbe ascendante ininterrompue, est peut-être une illusion. L'histoire humaine pourrait être plus cyclique que nous ne voulons l'admettre, faite de montées et de chutes, de savoirs acquis et perdus et réacquis. Le Sphinx nous enseigne que les monuments peuvent porter des traces de vérité que les textes ne mentionnent pas, que la pierre parle un langage que l'écriture ignore parfois, que la géologie peut contredire l'archéologie et que quand elle le fait, nous devrions écouter les deux plutôt que de faire taire l'une au profit de l'autre. Les cartes anciennes nous enseignent que le savoir voyage de manière mystérieuse à travers des chaînes de transmission que nous ne pouvons pas toujours retracer. Que des fragments d'informations, comme des épaves portées par les courants, peuvent traverser des océans de temps et arriver sur des rivages inattendus. Les villes souterraines nous enseignent que quand la surface devient inhospitalière, l'humanité creuse. Qu'il y a en nous un instinct de survie qui nous pousse vers le bas, vers les profondeurs, vers le cœur protecteur de la Terre elle-même. Et que cet instinct a produit des réalisations d'ingénierie qui nous stupéfient encore aujourd'hui. Et les mythes du déluge nous enseignent que la mémoire humaine est plus longue et plus résiliente que nous ne le pensons. Que les histoires peuvent traverser des millénaires, portées par la voix, par le chant, par la répétition rituelle, transmise de génération en génération, avec une fidélité qui défie notre compréhension de la tradition orale. Si nos ancêtres ont trouvé un moyen de faire survivre un récit pendant 12 000 ans en l'absence de toute écriture,
quel genre de civilisation cela implique-t-il? Pas une civilisation primitive, incapable de pensée complexe. Une civilisation qui accordait une importance suprême à la mémoire, à la transmission, à la préservation du savoir face à l'oubli. Les pharaons égyptiens ont gravé leur nom dans la pierre parce qu'ils voulaient être rappelés. Les bâtisseurs de Göbekli Tepe ont créé quelque chose de si remarquable qu'il a survécu à 12 000 ans d'enfouissement. Les gens qui ont raconté les mythes du déluge ont transmis leurs histoires à travers tant de générations que les histoires ont survécu aux civilisations qui les ont racontées en premier. Les habitants de Derinkuyu ont creusé 18 étages dans la roche pour que leurs enfants et les enfants de leurs enfants puissent survivre à ce qui viendrait d'en haut. Nous nous souvenons de ce que nous choisissons de nous souvenir, et nous oublions ce que nous ne protégeons pas. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, ou que vous vous tiendrez sur une plage où les vagues effacent vos empreintes de pas, ou que vous tiendrez une poignée de terre en pensant à toute la vie qu'il a traversée, posez-vous cette question. Si quelqu'un est venu avant nous, que voulait-il que nous sachions? Et si personne ne l'a fait, que voulons-nous laisser pour quiconque viendra après nous? Le passé n'est pas un livre fermé. C'est une fouille ouverte. Et chaque nouvelle découverte change l'histoire. La question de savoir si nous sommes les premiers n'est pas seulement une question pour les scientifiques, c'est une question pour nous tous. Parce que la réponse, quelle qu'elle soit, définit notre place dans le temps. Et le temps, comme nous l'avons vu cette nuit, est plus profond, plus patient et plus mystérieux que quiconque d'entre nous ne l'avait imaginé.